Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Suzy Gallo. Bonjour Suzy. Bonjour Pauline. Alors Suzy, je voudrais que tu puisses nous partager ton parcours, nous expliquer comment tu en es arrivée à la couleur végétale. Alors, je pense que c'est quelque chose qui revient, qui vient de l'enfance. Moi, j'ai vécu avec une maman herboriste et une grand-mère passionnée de jardin et du coup et de cuisine. Donc, on a dans la famille une passion pour tout ce qu'on fait avec les mains, mais avec les plantes, avec la cuisine aussi, avec la peinture. Donc, je pense qu'il y a un petit fond quand même qui vient de la famille, un héritage familial. Et puis, après, moi, j'ai toujours aimé l'approche de la couleur, surface, matière, les savoir-faire. Je me suis d'abord formée en fait à la fabrication de costumes. Et en fait, j'en suis venue très vite à faire de la couleur, de la teinture, d'abord avec des pigments de synthèse, des colorants de synthèse, et puis après, donc, à la teinture naturelle. Je pense que mes premières expériences de couleur naturelle, elles, sans le savoir évidemment, ça remonte à vraiment à la petite enfance, tout simplement par le jeu, en fait, quand on commence à faire des batailles de framboises dans le jardin, enfin ce qui paraît complètement délirant quand on est plus grand, mais voilà, ce genre de choses quand on est gamin où voilà, on allie le goût, la couleur, les textures, le jeu quoi. Et puis après, en tant que costumière, en tant que professionnelle, tout simplement s'interroger. Moi, je me suis interrogée pas mal sur l'histoire des couleurs, la symbolique des couleurs, et puis c'est vrai que le colorant de synthèse, il offre pas trop ce genre de réflexion, enfin moins quand même, mais moins pour moi en tout cas, qui était vraiment passionnée d'histoire du costume. Et à l'époque, en sortant de mon diplôme, j'ai eu la chance en fait de rencontrer une artiste plasticienne qui s'appelle Betty de Paris et qui m'a pris sous son aile pendant 1 an. Donc j'ai été son assistante pour faire de la teinture naturelle avec elle. Donc c'était plus spécialement de la teinture à l'indigo par fermentation. Et pendant 1 an, donc j'ai fait de la teinture avec elle et j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est là, en fait, c'est là que j'ai compris vraiment toute la grandeur, la profondeur de la chose et tout ce qui s'ouvrait devant moi. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça, grâce à Betty, que j'ai commencé et que j'ai découvert les premières teintures végétales. Voilà. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer du coup le lien entre toi et Colore ton monde et me présenter Colore ton monde? Oui, bien sûr. Alors, Colore ton monde, maintenant, c'est une association donc, qui existe depuis 2011. À l'époque, en 2011, je me rappelle très bien, moi j'étais encore costumière, mais j'avais vraiment envie de faire que de la teinture en fait. C'était un peu, vous savez, quand on tombe dans le chaudron, on peut plus faire autre chose, quoi. C'est viscéral, quoi. Et donc, je faisais de plus en plus de teinture, de recherche pour moi, mais bon, il me manquait encore plein de connaissances, plein de choses. Et je sais pas pourquoi, en 2011, j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient de la teinture végétale tout seuls dans leur coin, un peu comme moi, enfin, même si j'avais Betty, mais c'était pas non plus, voilà, c'est pas un groupe. Et avec ces gens, on a créé Colore ton monde. Et voilà, et dans l'idée
d'échanger. Le premier but de Color Ton Monde, ça a été d'échanger entre nous. Mais en fait, ça nous a dépassé. En fait, tout de suite, ça nous a dépassé et on n'a pas échangé qu'entre nous. Et voilà, le lien avec Color Ton Monde, pour moi, c'est vraiment la transmission. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Donc, dans l'association, je peux vous présenter, te présenter les membres actifs de Color Ton Monde aujourd'hui. Donc, à la base, on était une dizaine de personnes. Et sur ces 10 personnes, aujourd'hui, donc, on est 2 à être restés. Les autres, ils ont continué leur vie et leur projet. Et puis, il y a d'autres personnes maintenant, évidemment, qui viennent compléter l'équipe. Et les adhérents, les bénévoles, mais j'en parlerai plus tard. Donc, il y a Cécilia Aguirre, que j'ai rencontrée vraiment, mais tout est une rencontre. Tout est une rencontre dans Color Ton Monde. Tout est une histoire de rencontre. Hein, c'est assez chouette. Color Ton Monde, c'est ça, quoi. C'est vraiment l'âme de Color Ton Monde, c'est la rencontre et la transmission. Et Cécilia, donc, qui est donc restauratrice de textiles anciens, notamment, hein, parce qu'elle a plusieurs casquettes, hein, un peu comme nous toutes, j'ai l'impression. Ouais. Je l'ai rencontrée via son blog de teinture. En fait, moi, je préparais un voyage en Inde à l'époque où j'ai été. Par la suite, et je sais pas, je tapais blog teinture naturelle, voyage autour du monde. Vraiment, c'est le pur hasard. Je suis tombée sur son blog. Je la connaissais pas du tout, et quand je l'ai contactée, je lui dis mais il faut absolument qu'on se rencontre. C'est super, voyage comme ça. Moi, je prépare un voyage en Inde. On va vraiment avoir plein de choses à échanger. Mais tu es où? Géographiquement, tu es où? Parce que j'aimerais vraiment te voir. Elle me dit, oh, je suis à Bourg-la-Reine. Je dis, mais, ah bon, mais je suis à Sceaux, en fait. C'est la ville à côté, en fait. Donc, c'est génial. On va vraiment pouvoir se voir très vite. Donc, ça, c'était une super rencontre. Et après, ça s'est enchaîné. C'est pareil pour Marie Longhi, qui est designer textile et sérigraphe. On s'est rencontrés sur un salon. Et en échangeant nos valeurs, notre façon de voir les choses, on s'est dit bon allez hop, collaborons. Donc c'est comme ça pour toutes en fait. Après on a aussi Anne-Sylvie Godot qui est spécialisée dans les pigments, qui est en Belgique, qui fait des choses mais sublimes, et qui boucle vraiment toute la chaîne de ce qu'on peut faire avec les plantes, enfin à mes yeux en tout cas, avec le pigment et les lacs. Et là aussi c'est une rencontre géniale de quelqu'un qui est amoureuse des plantes, de la terre, du terroir, du fait main, enfin voilà. Et après on a aussi Marianne Aubry qui est feutrière et éco-printeuse et qui a travaillé longtemps chez Couleur Garance et qui est aussi donc maintenant formatrice chez Color Ton Monde. Voilà, j'espère que j'oublie personne, non? Puis il y a moi, évidemment. Mais voilà, donc c'est une belle aventure. Alors, Color Ton Monde, donc c'est une association, donc créée en 2011, suite au symposium, enfin donc un colloque sur les teintures végétales qui a eu lieu à La Rochelle en 2011. L'objet de l'association, c'est la préservation de la biodiversité par la promotion et le développement des teintures naturelles. Donc on est designer spécialisé en éco-conception, on est artisan teinturier, on est expert en couleurs, formateur. Donc on a 3 personnes dans notre bureau, toutes engagées dans le secteur textile ou de la culture de plantes. Moi qui suis salariée, teinturière et formatrice. On a environ, alors les adhérents, ça change d'année en année, on va dire entre 100 et 300 adhérents, ça dépend des années. Voilà, donc 5 formatrices, toutes spécialisées dans leur domaine, la sérigraphie avec Marie, la teinture naturelle, ça va être Cécilia et moi, les pigments avec Anne-Sylvie, et les éco-prints avec Marianne, et l'indigo aussi avec Cécilia et moi. Voilà, donc notre atelier aujourd'hui, il est installé à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Donc c'est vraiment à 30 minutes de Châtelet, donc le centre de Paris. On est dans une petite maison dédiée aux couleurs, avec le soutien de la mairie de Sceaux. On développe des ateliers pédagogiques et ludiques, des formations, on essaye en tout cas qu'elles soient innovantes, qui permettent de découvrir et d'appliquer les teintures naturelles à différents domaines, comme le textile, la peinture, voilà ce genre de choses. Et plus récemment, on a mis en place un projet de création d'objets textiles, mode et décoration, en lien avec différents corps de métier,
Moi, je suis passionnée par les différents savoir-faire et donc on a commencé à développer un partenariat avec des tricoteuses, des tisserandes. Voilà. D'accord. Donc on a un objectif triple dans cette association, c'est promouvoir la diversité biologique, notamment les espèces végétales locales pour mettre en avant le patrimoine vivant, puis aussi tous les petits producteurs de plantes, valoriser les savoir-faire textiles liés aux plantes et valoriser ces ressources cultivées ou sauvages par la mise en place de projets, on essaye le plus socialement engagés. Voilà, en gros. D'accord. Ok, génial. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est un aspect que j'avais pas très axé biodiversité. J'avais pas saisi tout de suite cet aspect-là. Du coup, tu dis entre 100 et 300 adhérents, c'est énorme. C'est génial. Combien coûte l'adhésion? Est-ce qu'elle est fonction du statut de la personne? Par exemple, est-ce que tu payes différemment si tu es un artisan ou si tu es une grosse entreprise? Comment ça fonctionne? Oui, alors on a un système d'adhésion qui est quand même assez doux. Pour un particulier, ça va être 10 € l'année. Pour les entreprises, je crois que c'est 50 €. Et pour les associations, il me semble que c'est 20 € ou quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et donc, vous êtes centre de formation. Exactement. Donc, centre de formation, est-ce que vous proposez d'autres ressources mise à disposition de vos adhérents? Alors, oui. Donc, par exemple, bon, c'est vrai qu'on est labellisé Calliope et ça, c'est un peu une fierté. Donc, je me dis, c'est quand même un gros travail et ça nous met un cadre et tout ça. Donc, c'est chouette, on est contente. Ça permet aux gens d'avoir une prise en charge professionnelle dans certains cas, pas tous, malheureusement, la loi est assez compliquée là-dessus. Mais oui, bien sûr, l'atelier, il est ce qu'il est, il n'est pas parfait, évidemment, mais il est accessible aux adhérents. C'est-à-dire que, alors, pas tout le temps, parce que on travaille aussi et qu'on fait aussi des choses dedans, et les formations, etc. Mais il est accessible aux adhérents s'ils nous appellent, et il faut qu'ils soient formés aussi, parce que c'est pas des cours, quoi. C'est vraiment la mise à disposition d'un local et de casseroles, de machines à laver, enfin, vous voyez, ce genre de choses pour qu'ils puissent après produire, rechercher et faire ce qu'ils ont envie. Et donc ça, c'est chouette. Après, ce qu'on met à disposition aussi, c'est la bibliothèque sur place, des ouvrages qu'on a réussi à collecter au fur et à mesure des années. Et en termes de réseau aussi, on a mis en place, après chaque stage, des groupes sur WhatsApp pour que les gens puissent continuer à échanger. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais au final, c'est quand même génial de voir 2 ans après, 3 ans après, encore des nouvelles de quelqu'un qui a fait une formation. Alors, ça marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui lâchent l'affaire, après, ils font autre chose, mais c'est pas mal quand même. Et en fait, alors, nous, à notre niveau de formatrice, puisqu'on est aussi un centre de formation, on échange beaucoup entre nous pour faire des formations qui soient équilibrées, qui aient du sens, qui résonnent les unes avec les autres. Et pour ça, en fait, il faut qu'on échange entre nous. Donc régulièrement, on se rencontre. C'est pas évident. Marie est à Pau, dans le sud. Marianne, elle est en Bretagne. Anne-Sylvie, elle est en Belgique. Bon, mais on arrive à se rencontrer. Et là, on l'a fait en mars, pendant 2 jours. On a échangé sur notre pédagogie, sur le contenu de notre cours, voir ce qu'on pouvait mettre à jour. Parce qu'en fait, on est praticienne avant tout, et du coup, le cours, il faut qu'il évolue, et c'est génial. C'est une rencontre fantastique. On a fait plein de recettes pour essayer de faire des nouvelles choses. C'était super. Et comme ça a très bien marché et qu'on était ravis, là, on va proposer la même chose, mais pour les adhérents de l'association. Alors, je pense pas qu'on pourra accueillir 100 personnes d'un seul coup. C'est impossible.
dans notre petit local en tout cas. Mais je pense que ça peut être chouette. Là, la semaine prochaine, on se réunit avec différents membres de l'association pour faire des recherches colorées avec des plantes qu'on a récoltées. Donc voilà, ça c'est des choses qui font vivre aussi l'association, quoi. C'est une vie avec les adhérents, bénévoles ou pas. L'année dernière, on a fait aussi nos portes ouvertes. Donc ça, c'était chouette. Bon, on n'a pas eu énormément de monde sur ces premières éditions, mais c'était génial. On a plein de créateurs qui se sont formés chez Color Ton Monde et qui sont venus exposer leur travail, qui ont parlé des formations. On a fait des petits ateliers gratuits, donc ça, c'était super intéressant de pouvoir rencontrer du monde. Et puis pour les créateurs, de montrer ce qu'ils avaient fait aussi. D'accord. Voilà, par exemple. Oh. La vie de la ouais. Ouais, c'est riche entre les ressources, les animations, les formations et comme tu dis, la mise en réseau qui est primordiale parce que rapidement on se sent isolé un peu, seul dans son atelier. Donc non, je vois bien de quoi tu parles. J'ai des retours dans ce sens, donc je comprends complètement. Donc ok, j'ai bien compris du coup la formation. J'ai une question du coup qui me vient en tête. C'est quelle est la différence entre les formations que vous pouvez proposer, par exemple, à Color Ton Monde, et tu sais, par exemple, le Greta qui a été créé, qui est aussi... Alors, je ne sais pas si c'est un centre de formation, je ne sais pas si c'est une formation diplômante. En fait, ça pourrait être quoi la différence entre ces deux propositions? Alors... chez Color Ton Monde, on a des formations qui sont toute l'année. Enfin, moi, c'est la différence que je vois parce que le contenu, il est... Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Mais c'est plutôt sur le format, je pense. Sur le fait que le Greta, c'est tout d'un bloc. Je pense, hein, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises. Non, c'est ça, c'est un bloc, oui. Voilà. Nous, on fait pas tout d'un bloc, quoi. On préfère proposer. Alors, il y a des gens chez Color Ton Monde qui font toutes les formations, mais ils font pas tout d'un bloc. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'un coup, quand même, à ingérer quand on commence. Et ça permet de pratiquer entre les dates. C'est-à-dire de se poser des questions, d'avancer, et puis de voir aussi ce qu'on préfère faire ou pas faire. Voilà, après, je pense qu'ils sont labellisés Calliope comme nous, donc il n'y a pas trop de différence là-dessus. Ouais, donc en fait, la différence principale, c'est le fait que Greta, c'est un bloc d'un coup dans une année, voilà, avec peut-être avec sûrement des intervenants différents, et vous proposez tout au long de l'année en mode chacun vient peut faire son parcours en fait plus adapté avec son rythme de vie éventuellement. D'accord, ok. Bon bah c'est super. ça aussi, oui, le rythme de vie, c'est vrai que c'est important. Oui, très important. Ok. C'est vrai. Bon, super. Donc ça, c'est parce que désolée, hein, mais ça me venait comme ça. Je me disais bon, il faut que je pose cette question. Il y a une coutume maintenant dans le podcast, c'est de parler un petit peu de son écosystème, de ses partenaires, de ses fournisseurs, etc. Est-ce que vous, au sein de Color Ton Monde, vous avez justement des partenaires réguliers pour que ce soit les choix des colorants ou les fibres sur lesquelles vous allez teindre pendant les ateliers? Est-ce que vous avez un petit comme un rituel ou un écosystème régulier dont tu peux nous parler? Oui, bien sûr. Alors, je pense que là, au niveau plantes, on est pas mal. Moi, j'ai découvert pas mal de choses grâce à toi, Pauline, en fait, donc d'autres fournisseurs. Donc, on va pas mal évoluer peut-être. Oui. Alors, sinon, bien sûr, on travaille avec Greening. On travaille aussi avec la microferme d'Alila, c'est Cécilia Aguirre qui cultive des plantes juste à côté de l'atelier, donc ça serait dommage de s'en priver. De s'en priver, carrément. Oui, quand même. Et après, donc avec la map des Cévennes aussi, un petit peu. Et après, il y a pas mal de choses qu'on cueille aussi. Qu'on récolte pour avoir des choses locales, des choses qui sont de saison et qu'on va pas pouvoir forcément acheter. Voilà, donc ça c'est au niveau plantes, c'est à peu près ça. Et au niveau textile, moi je travaille beaucoup avec 2 fournisseurs de textiles parce que elles font tisser en France, c'est bio.
c'est plutôt du coton. Donc pour les stages, ça va plutôt être du coton. Ça peut être du lin aussi. Donc là, je pensais au coton avec les trouvailles d'Amandine et Hysope tissu. Hysope comme la plante. D'accord. Et je trouve que leurs tissus se prennent très bien la teinture et s'adaptent très bien aux formations. Super. Et après, pendant les formations, les gens ramènent aussi un peu leur tissu parce que leur support va être différent. Donc, c'est important qu'ils puissent Ah, c'est travailler. bien ça. Donc, D'accord, voilà. ok, je savais pas. Ah, c'est cool ça, qu'ils puissent ramener justement la matière et leur projet au sein de la Oui, formation. C'est cool. oui. D'accord. Et après, on travaille d'autres matières. On travaille le chanvre aussi. Alors, bon, là, j'ai pas beaucoup de choses à fournir. On travaille avec naturellement chanvre. Et pour la laine, en stage, on n'a pas une laine, on va dire, tissée. Alors, on travaille surtout avec du tissage, de la laine tissée, hein. Mais justement, c'est une formation qu'on est en train de mettre en place, dédiée juste à la laine, parce que c'est un peu différent, la laine en fil et la laine déjà tissée, on ne va pas la manipuler de la même façon. Voilà, et sinon, oui, on a une très belle laine, très très belle laine qu'on est en train de travailler, mais dans un tout autre cadre, c'est du mohair, enfin, c'est pas de la laine, plutôt du poil de mohair, pardon, de la ferme des Petits Bergers. Et donc là, ouais, c'est un très beau poil, magnifique, qui prend la teinture super bien. D'accord, ok. Ah, bah génial. Poil Chouette. de mohair. Bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je pensais qu'on disait de la laine de mohair, donc tu vois, on en apprend à chaque fois. Est-ce que tu vends des produits à côté de tes formations? Parce que donc j'ai bien compris, il y a les ateliers, etc. Est-ce que du coup, tu en profites pour proposer aussi des produits à la vente à tes stagiaires, je sais pas comment on Ouais. dit, à tes formés, Mes enfin, apprenants, à tes apprenants, nos apprentis. tes Oui, apprentis. alors on a développé 2 kits. On a un kit dédié à l'indigo. On a un kit aussi qu'on a appelé le 3 en 1 parce qu'en fait, on peut faire plein de choses dans ce kit. On peut teindre, on peut faire des shibori, des éco-prints et on peut imprimer aussi. Imprimer avec un pochoir qu'on a créé. Et donc, en fin de stage, on propose toujours, plus ou moins toujours, aux apprenants de pouvoir repartir avec des plantes qu'ils auraient achetées chez nous. Mais on vend. Par contre, ça ne vend pas de plantes par Internet. Voilà, c'est D'accord. juste à nos apprenants en fin de cours qui puissent après Ouais, sur place. Ouais, voilà, d'accord. commencer. Ouais. Qui puissent se lancer dès la fin de la formation à mettre en pratique. D'accord, génial. Alors, j'aimerais te poser des questions un peu en mode, tu sais, aller-retour sur les préjugés qui touchent la teinture végétale. Avec le nombre d'épisodes maintenant enregistrés, comme je te disais en préparant, il y en a des nouveaux. C'est dingue d'ailleurs qu'une discipline et autant de préjugés collés à la peau. Et donc, je voulais voir avec toi, je vais te donner un préjugé et Oui, tu essayes de soit me le déconstruire, soit me le nuancer, soit si vraiment pour toi, oui, effectivement, il est véridique, bah voilà, on se le garde et on fait le tri en fait dans ce qu'on peut enlever ou pas. ouais, J'espère que c'était clair. très clair. Alors, du coup, le premier préjugé, c'est le nombre de couleurs proposées en teinture végétale versus teinture synthétique. Bon, bah là, Apparemment, la palette de couleurs serait beaucoup plus terne, beaucoup plus pâle et moins nombreuse. Est-ce que là, tu peux nous apporter ton éclairage? là, je pense que c'est vraiment une méconnaissance du sujet. Enfin, évidemment que les gens qui font de la teinture naturelle, végétale ou pas, connaissent l'étendue des couleurs et du spectre coloré. Et non, non, bien sûr, on peut avoir toutes les couleurs qu'on veut en teinture végétale. On peut développer plein de couleurs. Oui, mais toutes les plantes en fait qu'on a nous permettent. On a du bleu, du jaune, du rouge, du rose, du marron et plein d'autres variantes, des nuances. Donc on peut vraiment tout faire. On peut faire toutes les couleurs. Et est-ce qu'on peut préciser, par exemple, Suzy, dans les couleurs, par exemple, là, il y a une couleur à base, par exemple, d'une plante fraîche, d'une plante sèche et d'un extrait, mais on peut aussi combiner les couleurs ensemble, les nuancer. Est-ce que tu vois d'autres techniques qui font qu'on arrive à étendre la palette de couleurs? Oui, bien sûr. Alors,
oui, c'est vrai on peut faire un bain de plantes pures, hein, c'est-à-dire, voilà, avec, on prend son tissu, on va peser le tissu en fonction du poids de celui-ci, tissu ou fibre, enfin quelque chose à teindre. On va décider de la nuance, c'est de la profondeur de ton qu'on va vouloir donner au tissu, pardon. Et déjà en jouant sur le pourcentage de la plante, on va pouvoir jouer sur la nuance. Bon, c'est la base, on va dire. Après, il y a plein de livres passionnants après que je pourrais te donner, enfin, notamment un auquel je pense, dans lequel on joue beaucoup sur les mordants. Moi, je préfère pas jouer trop sur le mordant, c'est-à-dire l'étape vraiment avant la teinture, où voilà, on va permettre de créer une passerelle entre le colorant et le tissu. Moi, je suis adepte de la bonne vieille noix de Galles. Vraiment, c'est ce que j'aime, la noix de Galles, avec l'alun. Mais il y a plein d'autres façons de mordancer. Et ce mordançage-là, il va aussi permettre de jouer sur la couleur, de jouer sur la nuance. Mais comme moi, je vois toujours l'aspect financier aussi de ma teinture, il y a certains mordançages que j'ai vraiment mis de côté, pas parce qu'ils ne me plaisent pas en termes de beauté ou qu'ils sont pas, ils ne sont pas efficaces, mais tout simplement parce qu'ils coûtent plus cher. Et tu penses auquel, par exemple, de mordançage qui coûte plus cher? Bah, par exemple, je pense à une technique, enfin, c'est pas que ça coûte plus cher, enfin, si, en un certain sens. Je pense à une technique pour la laine, notamment, qui consiste qui est une super technique intéressante, mais pas pour tout. Voilà, je pense au mélange du tanin et d'acide citrique pour pousser le colorant dans la laine. Et en fait, on se rend compte, si on compare avec un nuancier fait avec ce mordançage-là et un autre nuancier fait avec la lin, tout simplement, sur la laine, qu'après, si on teint avec, je sais pas moi, la Garance, par exemple, forcément, on va avoir une gamme de couleurs beaucoup plus pâles avec celle qui est avec le tissu qui a été sur le tissu qui a été mordancé avec le tanin et l'acide citrique. Bon, j'espère que c'est clair ce que je raconte, que je ne m'embrouille pas trop. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire que ça mange de la matière colorante, c'est-à-dire qu'à 20% de différence avec la lin, on va avoir un rouge. Je parle de l'extrait, d'extrait de plante, peut-être avec des plantes sèches, on aura 100%. Voilà, on aura un rouge écarlate et avec l'acide citrique et le tanin, on va avoir un orangé. Mais pourquoi pas? Bon, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime bien baser plutôt mes recherches de couleurs sur le mélange des couleurs et pas sur le mordant. Mais c'est une façon de travailler qui est super intéressante aussi, hein. Mais moi, personnellement, D'accord, donc on peut donc utiliser la plante, comme on a dit, sèche, non sèche, en extrait. On peut jouer sur les mordants. Est-ce qu'on peut mélanger des extraits ensemble et jusqu'à quel enfin, en gros, est-ce qu'on peut mélanger? Moi, j'ai déjà essayé avec par exemple, mélanger 2 extraits ensemble avant de commencer la teinture. Est-ce qu'on peut le faire avec plusieurs extraits, genre, je sais pas, jusqu'à 4, ou c'est complètement stupide ou? Alors, moi, j'en mélange 2, 3, grand max. Voilà, c'est ça. Je pense qu'après, ça a plus vraiment d'intérêt, oui. Mais oui, on peut les mélanger. Et après, comme c'est quelque chose qui est vraiment vivant, une matière vivante, si on change l'ordre des teintures, c'est-à-dire qu'on peut mélanger dans le même bain, mais on peut aussi faire d'abord une teinture, superposer une autre, et on n'aura peut-être pas le même résultat si on change l'ordre de teinture, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as des astuces pour modifier la couleur une fois la teinture faite, donc avec le nuançage, mais est-ce qu'il y a encore d'autres techniques pour avoir d'autres couleurs et augmenter le nuancier? Alors, oui. Donc, on va parler de post-mordançage avec l'alun et le fer, notamment. Va convenir parfaitement pour faire des post-mordançages. Donc, du coup, tu disais le post-mordançage avec l'alun et le fer. Est-ce que c'est un peu aussi ce qu'on peut appeler le nuançage ou ça n'a aucun rapport? Oui, c'est le nuançage.
C'est ce qui va D'accord. permettre vraiment à la couleur de virer, quoi, de passer. Donc la lin, ça va nous permettre d'avoir des couleurs lumineuses, le fer plutôt sombre, et de faire vraiment virer, par exemple, un jaune de réséda au kaki, un rose cochenille à un violet. D'accord. Voilà, ou de la grenade qui va faire un jaune, mais un jaune un peu sale, quoi, un peu beige, à un noir. Donc oui, ça c'est très intéressant, et il y a d'autres mordants, d'autres choses qu'on peut utiliser. Moi, je les utilise pas, mais ce que j'avais vu en Inde, bon, évidemment, on va pas faire ça ici. Et ce qui m'avait un peu choqué quand même, c'est le travail d'impression au mordant, c'est-à-dire imprimer les mordants avant et teinture, et après teindre dans un bain de plantes. Et leur mordant, c'était l'étain et le chrome. Ouais. Je me suis dit là, waouh, c'est pas terrible quand même. Ouais, il manque un petit, comment on appelle ça, une petite charte de conduite ou un petit guide de bonnes pratiques pour respecter quand même, tu vois, comme tu dis, à minima, l'environnement et les produits qu'on utilise. Je trouve que ça m'étonne que, tu vois, ça n'existe pas. Je trouve que ce serait intéressant de mettre ça en place, mais bon, on dévie. Et donc, est-ce que quelqu'un a estimé le nombre de nuances possibles en couleur végétale? Bonne question, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Oui, sûrement Ok. quelqu'un l'a fait, mais je ne sais pas trop, ouais. Il y en a énormément, en tout cas, c'est sûr. Ouais, voilà. Donc, pour répondre à ce préjugé-là, non, il y a énormément de couleurs et elles ne sont pas que terne et pastel. Donc, le préjugé numéro 2, c'est qu'il n'y a aucun colorant qui tient aux UV. Bon, là, il faut se retourner vers le passé, il faut être un peu clairvoyant et regarder les œuvres passées et les étudier. Et ça, c'est précieux pour moi d'avoir rencontré Cécilia, c'est que son regard de restauratrice de textiles anciens nous a permis à toutes d'avoir vraiment ce recul sur la solidité lumière. Et je pense qu'elle en avait parlé dans son entretien avec toi. Et non, et ça tient évidemment, tout passe, hein. Je veux dire, dans la vie, tout passe, hein. C'est pas nouveau, quoi. Même nous, quoi. On passe un jour, on trépasse même. Mais la teinture, elle se patine avec le temps, et voilà. Mais après, bon, il faut bien choisir ses plantes. Il faut là aussi regarder vers les anciens et regarder ce qui s'est fait. Désolé, mais personne ne teignait avec le chou rouge et la betterave. Alors, ça se voit énormément sur les réseaux sociaux, et pour ça, c'est faire, parce qu'il y a des milliards de gens qui après essayent, et justement, ça tient pas. Donc ils se disent, ça tient pas la teinture végétale, mais ils n'ont pas le savoir-faire. C'est comme si j'essayais de faire du vin, si vous voulez, et que je me dise, c'est dégueulasse le vin parce que je sais pas le faire, quoi. Enfin bref. Là, en tout cas, oui, bien regarder, bien sélectionner ces plantes, des plantes grand teint qui tiennent bien, et puis aussi sélectionner un bon processus pour fixer. Et là, D'accord. ça tient. Ok. Préjugé numéro 3, la teinture végétale pollue et utilise des métaux lourds. C'est exactement ce que tu décriais juste avant. Ouais. Est-ce que tu peux nuancer ce propos, ce préjugé? Ouais. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on pourrait très bien se dire, je vais faire une cuve d'indigo, et puis pour solubiliser mon pigment, je vais utiliser de l'hydrosulfide de soude. Non, ça c'est polluant. Donc là, on fait de la teinture végétale, et là, ça pollue. Mais on n'en est plus là, enfin, je pense pas. En France, en tout cas, on a bien pris conscience, tout le monde, tous les gens qui font de la teinture végétale ont ces valeurs, justement, de faire les choses jusqu'au bout et de les faire bien. Et c'est vrai que là, je parlais avec un monsieur qui voulait teindre des grandes pièces, et qui me dit, mais moi, mon teinturier, il est pas sûr, parce que il m'a dit que c'était des métaux lourds, la lin et le fer. Et puis, il avait peur que ça fasse des trous dans ses cuves. Ouais. Donc, non, là, il va falloir... oui, bon, voilà, il faut encore un petit peu... En parler et redonner le sens. Ouais. D'accord. Éduquer au bon terme. Et non, donc s'il n'y a pas de métaux lourds, après, évidemment, voilà, il faut nuancer comme tout, et bien faire les choses, quoi. Il y a pas mal de gens qui me demandent, mais moi, si je fais un bain d'Alain, après, est-ce que je peux rejeter l'eau dans mon jardin? Ça revient pas mal, en fait. Et du coup, ce qu'on avait essayé, qui marche bien, c'est dans le bain d'Alain, de mettre un œuf, casser un œuf,
Et la protéine, en fait, fait coaguler la langue et après, donc, on peut filtrer, on enlève toute la partie œuf et alun. Plus d'alun dans le blanc. Ça avait bien marché. Ah, C'est un bon plan. génial. Ah ouais, super astuce. Préjugé numéro 4, la teinture végétale ne tient pas au lavage. Bon, le lavage, comme la transpiration, pareil, il faut sélectionner des bonnes plantes, des bons process. Pareil, c'est toujours pareil, mais oui, ça tient au lavage. On a de très bons résultats au lavage. Il faut juste faire un bon processus de A à Z, bien le faire, quoi, à fond. Mais oui, ça tient très bien. Ok. Préjugé numéro 5. Si Alors, elle est compliquée celle-là, je vais essayer d'être claire. Si on basculait la teinture de tous nos vêtements à la teinture végétale, on occuperait tous les sols qui nous permettent de nous nourrir. Oui, alors c'est évidemment, si on reste sur un modèle économique, alors là, on va faire un peu de mélanchonisme, non, je rigole, mais si on reste sur un modèle économique qui est celui de la surconsommation de tout, en fait, y compris du textile, évidemment, ça n'irait pas. Il y a un changement de paradigme, je pense, qui est déjà un peu lancé, quoi, mais qu'il faut continuer à faire. Et aussi pousser les techniques de coloration, c'est-à-dire que on va peut-être aussi se diriger plus vers de la teinture de fil, dans des autoclaves, je l'espère, dans l'impression aussi. La teinture végétale, c'est super. Il y a plein de choses à faire, la récupération des bains, mais il y a aussi les encres. On n'en parle pas beaucoup, mais les encres, elles peuvent s'appliquer sur le textile. Et là, on a besoin de moins d'eau, de moins d'énergie. Ouais. Donc, il y a plein de choses à faire, oui. Et évidemment, être intelligent, marcher avec des produits qui sont issus de l'élagage, des plantes, je veux dire, qui sont issues de l'élagage, et de plein d'autres colorants sûrement qui seront trouvés, hein, parce qu'il y a pas mal de De biomes sur la planète. recherche. Oui, voilà, puis sur la planète, c'est quand même une ressource, pas infinie, mais qui est incroyable. On ne connaît pas encore certaines choses. Et donc peut-être qu'il y aura d'autres choses trouvées, mais oui, non. Si on reste sur le même modèle, c'est sûr que ça ne pourra pas marcher. Il faut changer. Préjugé numéro 6, la teinture végétale, c'est cher. Ouais. Alors c'est cher, oui, c'est cher dans le sens, oui, je suis un peu d'accord quand même là, parce que on est sur, c'est cher dans le sens où sur le coup, bah oui, il faut faire pousser des plantes, ou bien il faut aller les récolter, ou bien il faut aller les tailler. Ce qui coûterait le moins cher, c'est peut-être du coup, en tout cas au niveau de la matière première, de récupérer des résidus alimentaires. Bon, on pense beaucoup à la peau d'avocat, mais finalement, c'est quoi le coût d'une peau d'avocat? Enfin, la production des avocats. Bref, là, on part un peu loin dans l'origine des plantes, mais en fait, il faut quand même penser à tout. Après, ça coûte cher aussi, parce que, oui, il faut de la connaissance, il faut un savoir-faire et du temps. Mais le temps, il s'optimise. Et moi, je pense aussi au coût à plus longue durée, parce qu'on voit souvent juste devant soi et pas plus loin. Et qu'est-ce qui va coûter cher aussi? C'est les pollutions des sols, les maladies aussi que les gens développent parce qu'ils travaillent avec des produits polluants. Ça coûte pour moi encore plus cher. Mais après, oui, il faut penser à tout, quoi. Donc, j'ai pas la réponse la parfaite là. J'ai pas la solution idéale. Mais tu nuances le préjugé. Ok. Oui. T'as parlé des résidus alimentaires. Est-ce que donc on a parlé par exemple du chou, de la betterave qui n'était pas solide dans le temps et qui pouvait avoir une connotation Ouais. négative sur la Ouais. pratique de la teinture végétale. Est-ce que tu as des exemples de résidus alimentaires qui sont solides et qui tiennent, que tu as éprouvés et si tu peux nous en citer quelques-uns? Alors de résidus alimentaires, j'en utilise pas tant que ça. Moi, j'y a la peau d'avocat, évidemment, qu'on va utiliser beaucoup. Après, tout ce qui est pelure d'oignon,
Les fans, tout ce qui est fan de carottes. Je trouve ça très intéressant pour apporter un regard à des gens qui sont un peu déconnectés de la nature et qui ont besoin de connaître la chose avec laquelle on va teindre avant de pouvoir se lancer. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelque chose de proche d'eux. Je trouve ça chouette pour faire de l'éducation. En termes de solidité, oui, alors je trouve que c'est des plantes qui marchent bien. Après, c'est pas non plus... c'est des plantes, des couleurs qui vont s'oxyder un peu quand même dans le temps, qui vont pâlir, peut-être un peu plus vite que d'autres, quoi, je trouve. D'accord, Mais ok. bon, après, il y en a plein d'autres. Il y a les artichauts, les feuilles de rhubarbe, je sais pas, qu'est-ce que... Il y aurait plein d'autres choses à trouver, D'accord. certainement. Ok. On ne pas du curcuma, tout ça, non, ça, faut oublier, vraiment, ça tient pas du tout. D'accord, ok. Ça sert la cause. Ok. Donc, un autre préjugé, donc le numéro 7. Les industriels ne sont pas prêts à passer à une teinture végétale à plus grande échelle. J'entends bien pas grande échelle dans le sens on fait tout ce qui a été fait dans le synthétique, on fait la même chose et les mêmes erreurs dans le végétal. Non, je parle dans monter à une plus grande échelle, c'est-à-dire se mécaniser, faire quand même un peu plus de quantité, mais pas non plus partir dans les désastres qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ces industriels-là sont prêts? Bon, moi, j'ai pas un lien très poussé avec les industriels, j'avoue, mais j'en ai quand même côtoyé quelques-uns dernièrement, et je pense que oui, il y a une volonté de s'aligner sur une demande aussi, une demande de clients, hein, tout simplement, et après, oui, alors il y a différents niveaux. J'avais visité une usine en Inde qui fait de la teinture végétale, et ça n'allait pas du tout, parce que ça n'allait pas du tout, enfin, dans le sens où finalement leur machine, qui était génialissime, ils n'étaient pas adaptés vraiment au process de teinture végétale, ce qui fait que la teinture ne marchait pas, enfin, ne tenait pas très très bien, ne teignait pas, le fil n'était pas teint au cœur. Donc ça, c'est un peu problématique, mais c'était quand même il y a combien de temps? Il y a 10 ans que j'ai visité cette usine, donc je pense que ça a changé, il faudrait retourner. Ouais. Et en France, on a d'autres façons de faire encore. Donc, non, je pense que les gens, ils ont envie, en fait, au niveau industriel, de faire bouger, hein, vraiment. De faire bouger les lignes. Ok. Après, je sais pas. Mais non, mais c'est déjà de sentir qu'il y a quelque chose et de voir que ça bouge, c'est déjà de nuancer ce propos qui a pour intérêt de dire qu'en fait ça n'intéresse pas les industriels. C'est pas vrai, et on le voit dans ce podcast. Un avant-dernier préjugé, je vais y arriver. La teinture végétale serait plus coûteuse en énergie que la teinture synthétique. Ouais, alors là, c'est pareil. À mon niveau, c'est-à-dire très artisanal, je ne vois pas en quoi l'énergie dépensée est plus importante pour une teinture naturelle, en fait. Ouais, il faudrait faire des calculs approfondis. Il faudrait faire des calculs très précis, effectivement, mais je ne vois pas. L'eau, on la récupère, nos bains, on les récupère, nos plantes, on extrait la couleur plusieurs fois. Alors oui, peut-être l'extraction en plusieurs fois. Enfin bon, c'est pas non plus... Ouais, il faudrait calculer ça précisément. Ça, ce serait bien à faire. Et j'ai un préjugé qui est tout frais, hein, que j'ai eu ce matin, qui en fait, je trouve que c'est une vraie image qui colle à la peau de la teinture végétale. Donc je l'ai mis là-dedans, les préjugés. C'est l'idée, c'est il faudrait sortir de cette image des années 70, baba cool, bobo de la teinture végétale. Est-ce que tu partages ce préjugé qui dessert un peu la teinture végétale et cette nouvelle vague d'acteurs qui arrivent? Bon, alors il y a pas mal de façons de voir la teinture végétale. Moi, je reçois beaucoup de gens très différents à l'atelier, et donc je vois bien qu'il y a différents styles, on va dire. Mais pour moi, la teinture végétale, c'est de la couleur qui a une histoire, qui va raconter une histoire, et les gens qui se l'approprient, je suis désolée, mais non, je ne vois pas du tout le côté
68 arts et hippie, quoi. Et en fait, non, je ne vois pas cette image-là. Je pourrais citer plusieurs créateurs après et des artistes qui sont pas du tout là-dedans. Après, oui, j'imagine que selon là où on se place, comment on se place, ce qu'on voit autour de soi, on peut recevoir cette image-là. Mais moi, je ne l'ai pas du tout, en tout cas. Je ne l'ai vraiment pas. D'accord, ok. Alors, du coup, si t'es ok, Suzy, on va passer sur des questions d'inspiration. J'aimerais que tu me parles de personnes qui t'ont inspiré, qui t'inspirent toujours et de tes sources d'inspiration. Alors, il y a plein de choses, vraiment plein de choses. Moi, j'aime beaucoup la musique. Il y a beaucoup de musique. Et la musique, pour moi, c'est des couleurs. Hein, donc, il y a beaucoup d'artistes que je vais écouter et qui me donnent des idées. Après, ça, c'est vraiment pour la partie plus créative ou plus recherche de couleurs. Mais sinon, tout simplement dans la vie de tous les jours, c'est vraiment l'équipe de Color Ton Monde qui m'inspire toutes, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment on a la chance d'avoir tous les domaines, on va dire, de l'extraction de la plante jusqu'au jus de coloré, jusqu'à la teinture, l'encre, le pigment, on a tout. Donc c'est une source inépuisable d'inspiration. Et voilà, donc toutes les autres femmes qui forment l'équipe de Color Ton Monde ou qui formeront plus tard Color Ton Monde. Et après, dans tout ce qui est inspiration, ça va être vraiment selon le moment. Ça peut être des expos. J'ai été voir l'exposition sur l'artiste algérienne Baya il y a quelques semaines. Et ouais, c'était super de voir comment elle mélange les couleurs, comment elle se juxtapose. Moi, je suis vraiment passionnée par la couleur matière, donc ça me parle beaucoup. Bon, après, voilà, ça peut être plein de choses, tout simplement, tout ce qui est végétal aussi, le végétal autour de moi, l'océan, il y a plein de trucs, quoi. Ok. Qui fédère pour toi aujourd'hui autour de la teinture végétale ? Alors, il y a plusieurs personnes. Après, pour moi, la fédération, déjà, c'est un boulot à plein temps, hein. C'est clair que il faudrait une fédération à plein temps, vraiment quelqu'un qui soit embauché rien pour faire ça. Vraiment, pour vraiment fédérer à fond. Mais sinon, on est plusieurs à fédérer au sein de Color Ton Monde ou pas. Donc il y a Marie Longhi qui fédère pas mal de gens autour des solutions d'impression des plantes vers peau, enfin à peau d'ailleurs. Après, il y a au sein de Color Ton Monde, on essaye de fédérer le plus possible. On essaye d'organiser comme ça des retrouvailles, des choses. Après, c'est sûrement pas assez. Ce qui est compliqué, je pense, peut-être, c'est vraiment de pas avoir quelqu'un qui fasse ça à plein temps. Mais le podcast, il participe pleinement. C'est vraiment super aussi. Ouais. Ok, donc toi, tu vois, tu penses à quand même un manque de cette fédération qui pourrait regrouper parce qu'il y a plusieurs associations quand même. Tu vois, moi dans mes recherches, j'ai vu Color Ton Monde, j'ai vu Isina, j'ai vu les Tinctoriales aussi à Lille, donc que j'arrive pas à joindre, mais est-ce que tu as d'autres associations d'ailleurs que tu... Oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a les Tinctoriales à Lille. Il y a aussi une autre association vers Nantes, mais j'ai oublié son nom. Je pourrais retrouver, ils sont à Nantes, ça c'est sûr. Et ils font des ateliers, ils proposent au public de venir pour découvrir vraiment les couleurs naturelles. Oui. Ouais, si tu retrouves le nom, je suis preneuse dans mes recherches. D'accord. Donc toi, tu vois quand même la nécessité d'avoir quelqu'un qui pourrait fédérer l'ensemble, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres professions ou d'autres domaines de l'artisanat, c'est vrai que ça peut éventuellement manquer et du coup perdre en, comment on va dire, force de frappe et force de parole et poids dans les médias, etc., etc. Enfin moi c'est ce retour-là que je perçois.
Est-ce que tu peux nous parler des événements qui sont à ne pas louper sur la teinture végétale? Alors je n'en connais pas vraiment en fait, à part, voilà le colloque, les symposiums sur la teinture végétale, je ne sais pas quand il aura lieu le prochain. Je sais que cet été, enfin l'été dernier, il y a eu quelque chose, mais qui était absolument hors de prix, donc c'était impossible de participer malheureusement. Il y avait pas grand monde, je crois d'ailleurs. Voilà. Et après, il manque une énergie, je pense, de groupe aussi pour sur le long terme. Donc c'est pour ça, salarier quelqu'un, c'est pas mal aussi pour avoir une fédération qui dure, quoi, qui se délite pas dans le temps. Après, non, je pense au festival créé par Marie Longhi, donc c'est Isina, pardon, j'ai pas dit tout à l'heure, à Pau, qui aura lieu, je pense, à l'automne prochain, avec des conférences, tout ça, et des ateliers. Et alors ça, donc c'est plutôt pour nos adhérents. Nous, on va faire un événement donc participatif où les gens pourront venir échanger à l'automne prochain aussi, échanger entre eux, se retrouver, etc. D'accord. Et puis après, non, j'ai pas un événement clé comme ça à donner. Ok. Si tu étais une plante tinctoriale, laquelle tu serais et pourquoi? Alors j'ai réfléchi à cette question assez longuement, je dois dire, sans vraiment trouver une réponse très logique. Je pense que ce serait le chêne. En fait, j'aime beaucoup cet arbre. Je trouve déjà super. Je sais pas, il me fait rêver quoi. Quand je m'allonge en dessous, j'adore regarder les branches et tout ça. Après, il est complet quoi. La noix de Galles est juste magique. Pour moi, c'est vraiment un phénomène extraordinaire, quoi. Cet œuf qui pond cette mouche qui pond son œuf, le chêne qui développe cette gale autour et qui s'en sert pour se protéger, et le teinturier qui va venir récupérer ça. Enfin, je trouve ça juste magnifique. J'avais vu je sais plus sur internet, un alchimiste, je crois, il y a très longtemps, je ne saurais plus dire quand, qui avait passé toute sa vie à étudier la noix de Galles, quoi. Je trouve ça génial. Bref, ouais, la noix de Galles. Et puis en teinture, ça peut faire des roses, des marrons, oranges, des bruns. Donc voilà, le chêne me plaît bien. Quelle est ta fibre de prédilection pour la teinture? Je crois que j'aime bien toutes les fibres en fait, du moment qu'elles sont belles. Et brut. Cet aspect un peu brut me plaît bien, moi. Je trouve qu'il y a des reflets, que la teinture, elle prend plutôt bien. Ouais, je crois que j'ai pas envie de choisir, en fait. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais des livres à recommander aux auditeurs pour approfondir le sujet de la couleur végétale, de la teinture végétale, ou du végétal? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme lecture? Ah oui, alors, j'ai oublié ma liste, mais j'essaie de me rappeler. Donc, il y avait le livre d'Anne Varichon. Je crois qu'elle va en sortir un autre bientôt. J'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux. Donc, son livre, c'est Pigments et teinture dans les mains des peuples, aux éditions Seuil. C'est toute la symbolique des couleurs, avec plein d'histoires, plein de légendes. Moi, j'adore lire ça. Et sinon, au niveau technique, j'aime beaucoup le livre, c'est le carnet de recettes de Karine Delaunay d'Elf. Et je trouve que c'est génial d'avoir ce carnet de recettes avec plein de choses dedans. C'est vraiment très, très riche. Très, très riche, ouais. Et puis, il y avait un autre livre, mince, j'ai mis sur ma liste, j'ai oublié, sur l'indigo. Je ne me rappelle pas le nom du livre. Après, il y a tous les livres aussi comment il s'appelle? Cet historien Michel Pastoureau, que je trouve génial sur la couleur, parce qu'on voit vraiment la couleur différemment avec l'aspect culturel. Moi, mon livre préféré, je crois que ça avait été sur le noir, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, donc ça, ouais, je trouve super aussi. D'accord. J'ai une question un peu bizarre, c'est quelle est ta plus grande fierté, soit à toi, Suzy, soit au sein de Colore ton monde, soit de Colore ton monde. Quelle grande fierté tu retires de cette aventure?
Déjà de pouvoir vivre de ma passion, je crois que ça c'est quand même t'es une sacrée vénarde, hein. Ça, je tenais à te le dire, t'es une sacrée vénarde. Voilà, même si c'est pas facile tous les jours et que parfois il y a des jours où on se dit mais mince, j'arrive pas à faire ça. Voilà, comment je vais faire? Puis le lendemain, ça marche, donc on est content. Voilà. Donc on est quand même avec du naturel, quoi. Donc il y a pas mal c'est du vivant, quoi. Donc il faut s'adapter, quoi. Ça change tout le temps. Donc ça, c'est une grande fierté, une grande joie surtout, et d'avoir réussi aussi, à ensemble, quoi, avec plusieurs personnes, à se regrouper et à transmettre notre savoir-faire. Ouais, c'est quand même génial. Ouais, c'est quand même génial. Ouais. Et là, ça s'étend encore plus. C'est-à-dire que moi, pendant toute l'année, là, j'en ai pas parlé, mais j'accueille une jeune tisserande qui s'appelle Lucie Carrière, qui est designer textile et spécialisée dans le tissage. Je l'accueille pendant une année pour lui apprendre la teinture végétale, parce qu'il y a pas de cursus scolaire sur la teinture. Moi, ça m'arrive de faire des ateliers en école par-ci par-là, mais sinon c'est tout, quoi. Et donc Lucie, elle avait envie d'apprendre, donc elle est à l'atelier, elle tisse, j'apprends plein de choses sur le tissage. Ça me permet aussi de voir la couleur différemment, parce que quand on tisse des fils colorés, ça change la couleur visuellement, ça change notre perception. C'est génial. Et du coup, ouais, on est en train de faire pas mal de petites recherches sur comment on peut percevoir la couleur, sur du fil. C'est très expérimental. Là, on fait pas mal d'expérimentations sur justement, est-ce qu'on peint les fils avec des encres végétales, on les ligature, on les torture dans tous les sens, on éco-printe les fils, enfin bref. Donc ça, pour moi, c'est vraiment chouette. C'est bien. D'avoir aussi cette partie recherche. C'est pas que je ne l'ai pas d'habitude, c'est-à-dire que là, je suis obligée de l'avoir et de me consacrer du temps à ça, ce qui est juste un luxe ultime, parce que la recherche, c'est super, mais ça ne fait pas gagner sa vie, quoi. Donc c'est il faut penser à ça. Donc ça, c'est super, et là, je suis très contente d'avoir Lucie avec moi. On fait plein de choses, et j'espère que ça aboutira sur un projet de création d'objets à vendre sur le site de Couleur Ton Monde ou autre part, on verra bien. Ok. Et du coup, j'avais des questions à te poser. C'est l'avant-dernière. Quels sont les projets futurs de Colore Ton Monde? Vers quoi vous tendez? Vers quoi vous voulez vous développer? Est-ce que c'est des nouvelles formations? Est-ce que c'est à quoi vous pensez pour la suite? Alors, je pense qu'on a toutes à cœur de continuer la transmission de nos savoir-faire, parce que c'est quelque chose je sais pas, de magique, j'ai envie de dire, de transmettre, quoi, de partager, et puis de voir les gens pouvoir, ils rayonnent, quoi. Quand ils sortent du stage, ils rayonnent. Je sais pas, mais ils ont envie de continuer, ils se sentent portés, ils ont les bases pour commencer ou pour continuer leur projet, donc ça, c'est super. Après, je pense qu'il y aura toute une partie création qui va se mettre petit à petit en place, mais lentement, mais sûrement, voilà. Lentement mais sûrement, et puis peut-être encore plus développer des techniques. On parle beaucoup du changement climatique en ce moment, donc peut-être utiliser moins d'eau, voilà, rechercher des choses pour teindre avec moins d'eau. Voilà. Après, voilà, ça serait une piste aussi, mettre en lien plus les industriels avec les artisans. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire dans le podcast, c'est de faire le grand écart entre l'artisan et la R&D de l'industrie textile ou autre sur la couleur végétale, et de réussir à faire émerger parfois des idées d'un côté ou de l'autre. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut se mobiliser, parce que les défis de demain, ils sont énormes, et plus on sera nombreux à réfléchir, plus on arrivera à trouver des solutions pertinentes. Ouais, je suis carrément d'accord. Ma dernière question, Suzy, c'est à qui tu aimerais passer ton micro? Qui tu penses que je peux aller interviewer pour compléter, pour nuancer, pour apporter un œil neuf, quelque chose, voilà, quelqu'un à qui tu penses? Il y a plein de gens, je sais pas si je peux tous les citer, mais bon, il y en a plein. Tu peux y aller. Je pense à Juliette Vergne, qui est sérigraphe, et aussi
formatrice. Je pense à des artistes. Je pense à Anne Breton, qui fait de la sculpture, de l'indigo, qui est vraiment pluridisciplinaire. Je pense aussi à Valentin Merle, qui est un artiste vraiment exceptionnel, qui travaille aussi beaucoup l'impression végétale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Mathieu Ruiz aussi, qui est designer et qui, du coup, lui, a vraiment un regard de designer et très intéressant. Je pense aussi à, évidemment, Anne-Sylvie Godot, Marianne Aubry, tout ça. Alors, je suis en contact. Je suis en contact avec pas mal d'entre elles pour les recevoir. J'ai déjà eu Cécilia Aguirre, c'est l'épisode 19. Marie Longhi, je me souviens plus de son épisode, mais elle va passer aussi cet été. Anne-Sylvie, on est en train de se caler une date. Et toi, je t'ai là, donc je pense qu'on aura fait pas mal le tour, c'est chouette. Après, il y a une autre personne qui fait vraiment des broches en fleurs sublimes, qui est en Belgique, qui s'appelle Dorothée Catry. Et du coup, oui, alors là, tous ces gens-là vont complètement à l'encontre de la vision bobo et hippie. Ah, donc, génial. c'est très bien. Il y a une autre personne aussi alors je connais pas son nom de famille, elle s'appelle Claire. Et son Instagram s'appelle Wool and Nature. C'est de l'impression aussi, c'est de l'impression au mordant et teinture. D'accord. Bref, pas mal. Ok, super. Bon, écoute, j'ai de quoi faire et de quoi m'occuper. Ok, écoute, merci beaucoup, Suzy. Est-ce que tu as un mot de la fin ou est-ce qu'on se laisse? Est-ce que tu as un petit mot à dire avant qu'on se quitte? Non, moi, ce qui me tient à cœur, vraiment dans la teinture végétale, c'est vraiment de faire du beau. Donc, j'ai envie de dire aux gens de continuer à faire des belles choses, c'est-à-dire de les faire bien, enfin vraiment de rester dans quelque chose d'écologique et de vertueux, quoi. Vraiment de garder ça à la tête, quoi, et ça fera bouger aussi certainement les choses si on reste vraiment sur cette longueur d'onde là, quoi. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Suzy. Merci. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!